J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital, inconsciente. Les médecins ont appelé mes parents, mais ils ont répondu « Nous ne pouvons pas. Notre autre fille promène son chien. » Même après qu'on leur a dit « C'est peut-être sa dernière nuit », ils ne sont jamais venus. Une semaine plus tard, ils se sont finalement présentés, mais mon lit était vide et dessus, il ne restait qu'une seule note. Au moment où ils l'ont lue, la couleur a quitté leur visage. Je m'appelle Sophia, j'ai 26 ans. Je n'aurais jamais pensé me réveiller dans un lit d'hôpital, luttant pour ma vie, pendant que mes parents disaient aux médecins qu'ils ne pouvaient pas venir parce que ma sœur, Victoria, promenait son chien. Même après que le médecin les a prévenus que cette nuit pourrait être ma dernière, ils ne se sont jamais présentés. Ce n'était pas la première fois qu'ils choisissaient Victoria plutôt que moi, mais j'ai décidé que ce serait la dernière. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la lettre que j'ai laissée et qui a tout changé. Avant de commencer mon histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille. J'ai grandi dans une banlieue tranquille de Pennsylvanie, dans une maison avec une clôture blanche qui semblait parfaite de l'extérieur. Mes parents, Harold et Diana Wilson, avaient 2 filles. J'étais l'aîné, et ma sœur, Victoria, est arrivée 3 ans plus tard. Dès sa naissance, il y a eu quelque chose de différent dans la façon dont mes parents nous traitaient. Quand j'avais 7 ans, j'ai remporté la première place au concours de sciences de l'école. Je suis rentré à la maison en courant avec mon ruban bleu, débordant d'enthousiasme à l'idée de le montrer à mes parents. Ils m'ont donné une petite tape sur la tête avant de reporter leur attention sur Victoria, qui apprenait à faire du vélo sans roulette. Je me suis dit que c'était logique. Apprendre à faire du vélo était une étape plus importante qu'un projet scientifique. À l'âge de 12 ans, je m'étais habitué à ce schéma. Quand je ramenais un bulletin de notes avec uniquement des A, ma mère hochait la tête d'un air approbateur mais réservait ses louanges enthousiastes à Victoria, qui avait réussi à obtenir un B- en arts plastiques. Quand je me suis qualifié pour les championnats de natation de l'État, mon père a dit qu'il était fier mais qu'il ne pouvait pas venir parce que Victoria avait un petit rhume et avait besoin de lui à la maison. Je suis devenue une experte pour leur trouver des excuses, ils étaient occupés, Victoria était plus jeune et avait besoin de plus d'attention, j'étais plus indépendante et pouvais me débrouiller seule. Je me suis convaincu que c'était là des explications raisonnables à la raison pour laquelle mes réussites semblaient s'évaporer tandis que Victoria était célébrée pour les plus petits accomplissements. Ce qui compliquait les choses, c'était ma santé. À 16 ans, on m'a diagnostiqué une grave maladie auto-immune qui nécessitait des médicaments quotidiens et un suivi régulier. Mon état pouvait s'aggraver à cause du stress, de certains aliments, et particulièrement des squames d'animaux. Même avec ce diagnostic sérieux, mes parents semblaient traiter mes problèmes de santé comme un inconvénient. Quand je devais manquer l'école pour des rendez-vous chez le médecin, ma mère soupirait lourdement en se plaignant de devoir réorganiser son emploi du temps. Quand j'avais une réaction et que je devais aller aux urgences, mon père se plaignait des factures médicales pendant le trajet. Victoria n'a jamais eu de problème de santé majeur. Elle était l'image même de la vitalité, toujours énergique et extravertie. Elle est devenue une star du football au lycée, et mes parents n'ont jamais manqué un seul match. Ils s'asseyaient dans les gradins avec des pancartes géantes faites maison, acclamant son nom, tandis que j'étais assise à côté d'eux, souvent prise de vertige ou de nausée à cause d'une poussée de ma maladie, mais déterminée à soutenir ma sœur malgré le manque de soutien de mes parents à mon égard. En grandissant, la disparité dans la façon dont nous étions traités est devenue encore plus prononcée. Au moment d'aller à l'université, mes parents m'ont dit qu'ils ne pouvaient se permettre d'aider financièrement qu'une seule d'entre nous, et comme Victoria n'était pas aussi douée pour les études, elle aurait davantage besoin de ce soutien. J'ai cumulé 3 emplois pour financer mes études universitaires tout en maintenant une moyenne générale de 4.0. Pendant ce temps, Victoria a abandonné après un semestre parce qu'elle trouvait cela trop stressant, et mes parents l'ont consolée en lui achetant une voiture toute neuve. Malgré tout cela, je gardais l'espoir qu'un jour mes parents me verraient vraiment. Je continuais d'essayer de gagner leur approbation, leur attention, leur amour. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, décroché un bon emploi dans une agence de marketing, et je me suis même assuré de rentrer régulièrement à la maison. J'apportais toujours des cadeaux attentionnés pour tout le monde, je me souvenais de toutes leurs choses préférées, et je me mettais en 4 pour être la fille parfaite. Mais peu importe ce que je faisais, Victoria restait le soleil autour duquel notre famille tournait. L'année dernière, après une autre fête de fin d'année où je me sentais comme une invitée dans ma propre famille, j'ai finalement décidé de créer un peu d'espace pour moi. J'ai déménagé dans une ville à environ 30 miles de là,
assez proche pour rendre visite mais assez loin pour établir une certaine indépendance. J'ai trouvé un joli 2 pièces, continué à exceller dans mon travail, et commencé à construire une vie qui n'était pas définie par la recherche de l'approbation de mes parents. Victoria, maintenant âgée de 23 ans, vivait toujours à la maison. Elle enchaînait les emplois à temps partiel, aucun ne durant plus de quelques mois. Elle passait le plus clair de son temps à faire du shopping, à aller à des fêtes et à publier sur les réseaux sociaux. Mes parents continuaient à la soutenir financièrement et émotionnellement, agissant comme si c'était parfaitement normal pour une femme dans la vingtaine. La dynamique a atteint un nouveau niveau lorsque Victoria a décidé qu'elle voulait un chien. Pas n'importe quel chien, mais un samoyède de race pure coûteux qui valait plus de $3000. Bien qu'ils connaissent mes graves allergies aux squames d'animaux, mes parents en ont seulement approuvé, mais ils ont payé pour le chien et tous ses accessoires. Ils ont transformé leur bureau à domicile en une pièce spéciale juste pour le chien, avec des meubles sur mesure et une climatisation. Quand j'ai exprimé mon inquiétude de ne plus pouvoir venir à cause de mes allergies, ma mère a simplement dit « Tu peux prendre tes médicaments, ma chérie. » Victoria a vraiment besoin de ce chien pour son bien-être émotionnel. Voilà qui résumait bien ma famille. Le bien-être émotionnel de Victoria l'emportait toujours sur ma santé physique. Ses désirs l'emportaient toujours sur mes besoins. Mais il restait ma famille, et une partie désespérée de moi continuait d'espérer qu'un jour les choses changeraient. Je maintenais une bonne relation avec Victoria malgré tout. Elle était gâtée et égocentrique, mais je ne pensais pas qu'elle était intentionnellement méchante. Elle avait simplement grandi dans un environnement où elle était la priorité, et elle ne connaissait rien d'autre. Parfois, quand nous n'étions que toutes les deux, je pouvais entrevoir la gentille petite sœur avec qui j'avais construit des châteaux de sable quand j'étais enfant. Ces moments me faisaient tenir bon, espérant que sous les couches de favoritisme et de dysfonctionnement, il y avait encore un véritable lien familial à sauver. En y repensant maintenant, je vois que je me préparais à une déception. Je m'accrochais à une version fantasmée de ma famille plutôt que d'accepter la réalité de qui ils étaient et de la valeur qu'ils m'accordaient. Mais parfois, les fantasmes sont plus faciles à vivre que les dures vérités, surtout quand ces vérités vous touchent en plein cœur. J'avais passé 26 ans à essayer de mériter l'amour qui aurait dû m'être donné librement. Il faudrait une expérience de mort imminente pour que je comprenne enfin qu'aucun effort ne serait jamais suffisant. Il y a 3 mois, après plusieurs semaines de contacts minimaux avec ma famille, j'ai décidé de faire un effort pour renouer les liens. J'ai appelé ma mère et lui ai suggéré de venir dîner ce week-end-là. À ma grande surprise, elle a semblé sincèrement enthousiaste à cette idée et a immédiatement accepté. Ce serait merveilleux, Sophia. Nous ne t'avons pas vu depuis si longtemps. Je préparerai tes lasagnes préférées, et ton père ira chercher ce gâteau au fromage que tu aimes à la boulangerie du centre-ville. Son enthousiasme a ravivé en moi un espoir familier. Peut-être avait-il remarqué mon absence après tout. Peut-être s'en souciait-il. J'ai passé le reste de la semaine à attendre samedi avec impatience, me faisant même plaisir en achetant une bonne bouteille de vin à apporter et une nouvelle tenue dont je pensais que ma mère l'approuverait. À l'approche de samedi, je me suis assuré de prendre des doses supplémentaires de mes médicaments. Mon état était relativement stable dernièrement, et je voulais que cela continue pour le dîner de famille. Je me suis aussi préparé mentalement, me rappelant de ne pas trop attendre et de me concentrer sur les interactions positives, quelles qu'elles soient, plutôt que de m'attarder sur les déceptions. Quand je suis arrivé chez mes parents ce soir-là, j'ai été accueilli par l'étreinte chaleureuse de ma mère et l'odeur délicieuse de ses lasagnes maison. Pendant un instant, tout semblait parfait. Puis j'ai entendu un aboiement provenant de l'intérieur de la maison, et mon cœur s'est serré. « Est-ce que le chien de Victoria est là ?» ai-je demandé, sentant déjà l'oppression familière dans ma poitrine qui précédait une réaction allergique. « Bien sûr que Snowball est là. »« C'est sa maison », a répondu ma mère comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Victoria l'a ramené de son appartement ce matin. Elle reste pour le week-end. Je ne savais même pas que Victoria avait déménagé, ce qui était une conversation pour une autre fois. Pour l'instant, j'avais une préoccupation plus pressante. Maman, tu sais que je suis gravement allergique aux chiens. Je ne peux pas rester dans la même maison que Snowball pendant de longues périodes, même avec des médicaments. Nous en avons parlé quand Victoria l'a eu pour la première fois. L'expression de ma mère s'est légèrement durcie. Eh bien, on ne peut pas le mettre dehors. Il fait trop froid, et Victoria serait navrée. Tu iras bien pour une soirée, Sophia. Prends juste un autre comprimé si tu en as besoin. Avant que je puisse répondre, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte, souriant largement.
Voilà ma fille. Entre. Le dîner est presque prêt. J'ai hésité, puis je suis entré. Quel choix avais-je? J'avais conduit 30 miles pour ce dîner, acheté du vin et une nouvelle tenue, et nourri des espoirs pour une agréable soirée en famille. Partir maintenant ne ferait que conforter mon rôle de fille difficile qui ne pouvait même pas passer un dîner de famille sans causer de problème. À l'intérieur, Victoria était recroquevillée sur le canapé avec Snowball, un grand chien blanc et duveteux qui s'est immédiatement mis à aboyer avec excitation en me voyant. Victoria a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour me faire un petit signe de la main. « Salut, sœurette. Regarde comme Snowball a grandi. N'est-il pas magnifique ?» Elle a enfoui son visage dans la fourrure du chien, complètement inconsciente de mon malaise. Je suis resté à distance, essayant de respirer superficiellement. Il est certainement duveteux. Je ne savais pas qu'il serait là ce soir. Où veux-tu qu'il soit d'autre, Harry Victoria? Il fait partie de la famille. Ces mots m'ont piqué plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Un chien qu'elle possédait depuis moins d'1 an était de la famille, tandis que moi, leur fille de 26 ans, je devais risquer ma santé pour l'accommoder. Je me suis excusé pour aller à la salle de bain, où j'ai pris une autre dose de mon médicament contre les allergies et utilisé mon inhalateur. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, notant l'urticaire qui commençait déjà à se former sur mon cou, et je me suis fait un discours d'encouragement. Tiens bon jusqu'à la fin du dîner. Maintiens la paix. Ce n'est que pour quelques heures. Quand je suis revenu, nous nous sommes tous assis pour manger. Les lasagnes étaient délicieuses, mais je pouvais à peine les goûter à travers mes sinus de plus en plus congestionnés. La conversation tournait presque entièrement autour de Victoria et de Snowball, ses progrès en dressage, les choses mignonnes qu'ils faisaient, la nourriture biologique coûteuse qu'ils avaient commandée spécialement pour lui, et les événements sociaux canins auxquels Victoria l'emmenait. Chaque fois que j'essayais de contribuer à la conversation, en parlant de ma promotion récente ou des cours du soir que j'avais commencé à suivre pour parfaire mon éducation, mes parents hochaient poliment la tête avant de revenir rapidement au sujet bien plus intéressant des préférences de Snowball en matière de jouets à mâcher. Au moment du dessert, mes yeux larmoyaient constamment. Ma respiration était laborieuse, et j'avais de l'urticaire sur la plupart de ma peau visible. Victoria a finalement semblé le remarquer. « Waouh, Sophia, tu as l'air mal en point. Tu fais une réaction ou quelque chose comme ça ?» « Oui, à Snowball, ai-je haleté. J'ai dit à maman que j'étais allergique en arrivant. » Ma mère a froncé les sourcils. « Je pensais que tu exagérais. Tu as toujours été un peu mélodramatique avec tes problèmes de santé. » « Je ne suis pas mélodramatique, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable malgré ma colère et mon malaise croissant. J'ai une condition médicale documentée. Mon médecin m'a spécifiquement mis en garde contre l'exposition prolongée aux squames d'animaux. Eh bien, tu sembles assez bien pour manger un dîner complet et un dessert, a souligné mon père, comme si ma capacité à manger annulait en quelque sorte ma détresse médicale. Je pense que je devrais y aller, ai-je dit en me levant de table. Merci pour le dîner, mais je ne me sens pas bien. Déjà? Mais nous n'avons même pas encore pris le café, a protesté ma mère. Et je voulais te montrer les nouveaux rideaux dans le salon. Une autre fois, ai-je dit en prenant mon sac à main. Je dois rentrer chez moi et prendre d'autres médicaments. Victoria a levé les yeux au ciel. Tu es toujours si sérieuse à propos de tout, Sophia. C'est juste une petite réaction allergique. Prends un Benadryl et détends-toi. Je n'ai pas pris la peine de répondre à cela. J'ai remercié à nouveau mes parents pour le dîner, décliné leurs offres peu enthousiastes de me faire rester plus longtemps, et je me suis dirigé vers ma voiture. En rentrant chez moi, je sentais ma poitrine se resserrer, ma respiration devenir plus laborieuse. Je me suis arrêté dans une pharmacie en chemin et j'ai acheté des antihistaminiques supplémentaires, que j'ai pris immédiatement sur le parking. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'étais épuisé, à la fois physiquement par la réaction allergique et émotionnellement par une autre réunion de famille où je me sentais totalement invisible. J'ai utilisé mon nébuliseur, pris une douche fraîche pour apaiser mon urticaire, et je me suis effondré dans mon lit. En m'endormant, je me suis dit ce que je me disais toujours après ces rencontres, ils ne voulaient pas me faire de mal. Ils ne comprennent tout simplement pas Victoria et leur bébé. Je suis plus forte, plus indépendante. Je n'ai pas besoin de leur attention comme elle. Mais une petite voix à l'intérieur de moi murmurait une vérité différente. Ils comprennent parfaitement. Ils ne s'en soucient juste pas assez pour changer.
Et aucune force ou indépendance ne peut combler le vide laissé par des parents qui choisissent constamment quelqu'un d'autre à votre place. J'ai repoussé cette voie et je suis tombé dans un sommeil agité, ignorant que cet incident relativement mineur n'était que le début d'une crise de santé qui me forcerait finalement à affronter la douloureuse réalité de la dynamique de ma famille une fois pour toutes. 3 jours après le dîner de famille désastreux, je me suis réveillé avec l'impression qu'un camion était garé sur ma poitrine. Ma peau brûlait d'urticaire, et quand j'ai essayé de me lever, la pièce a tourné violemment autour de moi. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet et j'ai appelé le cabinet de mon médecin, laissant un message sur mes symptômes et expliquant l'exposition au chien. Ce n'était pas ma première réaction sévère, mais c'était certainement l'une des pires. Habituellement, les effets de l'exposition à un allergène atteignaient un pic puis commençaient à diminuer après 24 à 48 heures. Le fait que mon état s'aggravait au 3e jour était préoccupant. Je me suis forcé à prendre une douche et à m'habiller pour le travail, bien que chaque mouvement soit douloureux. J'avais une présentation importante ce jour-là pour laquelle je m'étais préparé pendant des semaines. La manquer n'était pas une option dans mon esprit. J'avais passé ma vie entière à ignorer la maladie pour répondre aux attentes, et aujourd'hui ne serait pas différent. En conduisant au travail, des souvenirs de crises de santé précédentes ont inondé mon esprit. Quand j'avais 17 ans et que j'ai eu ma première poussée auto-immune majeure, j'avais été hospitalisé pendant 3 jours. Ma mère était venue une seule fois, pendant moins d'1 heure, expliquant que Victoria avait un récital qu'elle ne pouvait pas manquer. Mon père avait appelé tous les jours mais n'était jamais venu en personne. Il avait dit que les hôpitaux le mettaient mal à l'aise. Quand j'ai eu une pneumonie pendant ma 2e année d'université, j'étais si malade que je pouvais à peine marcher jusqu'à la salle de bain. Ma colocataire avait appelé mes parents, inquiète. Ils avaient envoyé de l'argent pour les médicaments mais avaient expliqué qu'ils ne pouvaient pas venir me voir parce que Victoria traversait une rupture et avait besoin de leur soutien émotionnel. À chaque fois, je m'étais dit que ce n'était pas grave. J'étais une adulte. Je pouvais gérer d'être malade seule. Je n'avais pas besoin que papa et maman me tiennent la main. Mais la vérité, c'est qu'être chroniquement malade et n'avoir aucun soutien familial était incroyablement solitaire et démoralisant. Quand je suis arrivé à mon bureau, je savais que j'avais fait une erreur en venant. Ma respiration était courte et rapide, et des taches sombres dansaient à la périphérie de ma vision. Ma collègue Nathalie m'a regardé alors que je titubais vers mon bureau et est immédiatement venue vers moi. « Sophia, tu as l'air absolument terrible. Qu'est-ce qui se passe ?» Son visage était plissé d'une inquiétude sincère. « Réaction allergique », ai-je réussi à expliquer entre 2 respirations laborieuses. J'ai été exposé à un chien chez mes parents. Je pensais que je pourrais tenir le coup. Nathalie a froncé les sourcils. « Tu dois voir un médecin tout de suite. Ça a l'air sérieux. » J'ai une présentation, ai-je protesté faiblement. « Je m'occuperai de ta présentation », a-t-elle insisté. « Ta santé est plus importante que n'importe quelle réunion de travail. As-tu besoin que je te conduise aux urgences ?» J'ai secoué la tête, touché par son inquiétude mais toujours réticente à admettre à quel point je me sentais mal. « Je vais rappeler mon médecin. S'il pense que je devrais y aller, je prendrai un Uber. » Nathalie a semblé sceptique mais est retournée à son bureau après m'avoir fait promettre de la tenir au courant. J'ai rappelé le cabinet de mon médecin et on m'a passé l'infirmière. Après avoir décrit mes symptômes, elle m'a dit sans équivoque d'aller aux urgences immédiatement. Cela ressemble à un début d'anaphylaxie, a-t-elle expliqué. Avec vos antécédents, nous ne pouvons pas prendre de risques. Vous devez être vu tout de suite. J'ai raccroché et je suis resté assise un moment, contemplant mes options. Une partie de moi voulait toujours rester pour la présentation, pour prouver que je pouvais surmonter n'importe quoi. Mais une autre partie, la partie rationnelle qui avait été si souvent réduite au silence, savait que c'était sérieux. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis approché du bureau de Nathalie. L'infirmière a dit que je devais aller aux urgences. Pourrais-tu dire à Brian que je ne pourrais pas faire la présentation ? Bien sûr, a-t-elle dit, attrapant déjà son sac à main. Je te conduis. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. J'ai essayé de protester, mais elle a insisté. Et honnêtement, j'étais soulagé. Alors que mon état s'était détérioré tout au long de la matinée, un sentiment croissant de peur s'était installé en moi. Quelque chose n'allait vraiment pas, et l'idée d'y faire face seule était terrifiante. Alors que Nathalie me conduisait à l'hôpital, j'ai décidé d'appeler mes parents. Malgré tout, ils étaient ma famille, et une petite partie de moi espérait toujours que dans une véritable urgence, ils seraient là pour moi.
L'appel est tombé sur la messagerie vocale. J'ai laissé un bref message, expliquant que j'avais une réaction sévère et que je me dirigeais vers l'hôpital. J'ai essayé de garder ma voix stable, ne voulant pas paraître mélodramatique, mais espérant aussi qu'il comprendrait la gravité de la situation. Ensuite, j'ai essayé d'appeler Victoria, pensant qu'elle pourrait peut-être joindre nos parents s'ils ne répondaient pas à leur téléphone. « Salut, quoi de neuf ?» a-t-elle répondu, le son de son chien aboyant bruyamment en arrière-plan. « Victoria, j'ai une très mauvaise réaction », ai-je expliqué, ma voix s'affaiblissant. « Je suis en route pour l'hôpital. Je n'arrive pas à joindre maman et papa. Pourrais-tu les prévenir ? » « Oh, c'est nul », a-t-elle dit, l'air distrait. « Snowball, arrête ça. » « Désolé, il essaie de manger mes chaussures. »« Oui, je leur dirai quand je les verrai. » Ils m'emmènent, moi et Snowball, au nouveau parc à chiens aujourd'hui. « Victoria, c'est sérieux ?» ai-je souligné. « Il faut qu'ils sachent que je vais à l'hôpital maintenant. »« D'accord, je leur enverrai un texto. Je dois y aller. Snowball est en train de détruire mes baskets préférées. Rétablis-toi bien. » Et sur ce, elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, incrédule. Même maintenant, alors que je me dirigeais vers les urgences, Victoria et son chien restaient la priorité. Je me suis affalé contre le siège de la voiture, luttant contre des larmes de frustration et de peine. La famille, a demandé Nathalie avec sympathie. Quelque chose comme ça, ai-je marmonné. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'avais du mal à rester consciente. J'avais l'impression que ma gorge se fermait, et l'urticaire s'était propagé au point que ma peau semblait être en feu. Nathalie m'a aidé à entrer dans la salle d'urgence, où l'infirmière de triage m'a regardé et a immédiatement appelé à l'aide. Ce qui a suivi fut un tourbillon d'activités. J'ai été transporté d'urgence dans une zone de traitement, j'ai reçu des injections d'épinéphrine et de stéroïdes, et j'ai été branché à divers moniteurs. Les médecins me posaient des questions sur mes antécédents médicaux, mon exposition aux allergènes et mes médicaments actuels. J'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais, mais je perdais et reprenais conscience par intermittence. Le dernier souvenir clair que j'ai est d'avoir appelé ma voisine, Madame Garza, lui demandant de nourrir mon chat. Madame Garza était la femme âgée qui vivait à côté de moi. Elle n'avait aucun lien avec l'hôpital et n'était pas là. Mais dans mon état de confusion, je m'inquiétais que mon animal de compagnie soit seul. Puis l'obscurité m'a complètement envahi. J'ai appris plus tard que, alors que mon état s'aggravait, le personnel de l'hôpital avait tenté à plusieurs reprises de contacter mes parents. Il les avait finalement joints vers 18 h, environ 4 heures après mon admission. La conversation, telle qu'elle m'a été rapportée plus tard par une infirmière qui était présente, s'est déroulée à peu près comme suit. Monsieur et Madame Wilson, ici l'hôpital général merci. Votre fille, Sophia, a été admise pour une réaction anaphylactique sévère. Son état est critique, et nous vous recommandons vivement de venir immédiatement. Ce soir ? Nous ne pouvons absolument pas venir ce soir, aurait apparemment répondu mon père. Notre autre fille promène son chien dans ce nouveau parc à l'autre bout de la ville, et nous devons la récupérer après. Monsieur, je ne pense pas que vous compreniez. Votre fille est dans un état critique. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais ses organes commencent à montrer des signes de stress. C'est peut-être sa dernière nuit. Vous devriez vraiment être ici. Il y avait eu une pause avant que ma mère ne parle. Eh bien, nous ne pouvons pas laisser Victoria bloquée avec son chien. Sophia va sûrement se stabiliser bientôt. Nous pourrons passer demain si elle est toujours là. L'infirmière avait apparemment été si choquée qu'elle avait à peine pu répondre. Je noterai dans son dossier que vous avez été informé de son état, avait-elle finalement dit avant de raccrocher. Alors que je dérivais entre différents états de conscience, j'étais vaguement consciente des voix autour de moi, des bips de machine, des mains qui s'occupaient doucement de moi. À un moment donné, j'ai ouvert les yeux pour voir une infirmière me tenir la main. Elle était plus âgée, avec des yeux bienveillants et des cheveux gris qui dépassaient de sa coiffe. « Tenez bon, ma chérie », a-t-elle dit doucement. « Je reste juste ici avec vous. » J'ai serré faiblement sa main en réponse, reconnaissante de la compassion de cette étrangère alors que ma propre famille m'avait une fois de plus abandonné. Tout au long de la nuit, mon état est resté critique. Mon corps était essentiellement en guerre contre lui-même, mon système immunitaire hyperactif attaquant mes propres tissus en réponse à l'exposition prolongée à l'allergène. L'équipe médicale a travaillé sans relâche,
ajustant les médicaments et surveillant mes signes vitaux. Au matin, je m'étais quelque peu stabilisé, bien que je sois resté en unité de soins intensifs. La crise était passée, mais les dommages causés à mon corps, et plus encore à mon cœur, avaient été faits. Nathalie avait contacté certains de mes autres collègues, et tout au long de la journée suivante, un flux constant de collègues et d'amis est venu me rendre visite. Ils ont apporté des fleurs, des cartes et une inquiétude sincère. Des personnes que je voyais tous les jours mais que je n'avais jamais considérées comme des amis proches sont venus s'asseoir avec moi, partageant des histoires et me remontant le moral. Pas une seule fois mes parents n'ont appelé pour prendre de mes nouvelles. Pas une seule fois Victoria n'a envoyé de message pour savoir si j'étais encore en vie. Alors que la réalité de leur absence s'imposait, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Le fantasme auquel je m'étais accroché pendant 26 ans, l'espoir qu'au fond d'eux-mêmes ma famille m'aimait vraiment, s'est finalement brisé en 1000 morceaux. À sa place a grandi un étrange sentiment de clarté. Pour la première fois, j'ai vu ma famille exactement telle qu'elle était, pas comme je souhaitais qu'elle soit. Et avec cette clarté est venu le début d'un plan, la lettre qui allait tout changer. Les premières 72 heures à l'hôpital restent principalement un brouillard dans ma mémoire. J'ai des flashs de conscience, la ruée froide des médicaments entrant dans mes veines par la perfusion, le bip constant des moniteurs, le grincement des chaussures des infirmières sur les sols en linoléum, et le sentiment persistant que je me noyais malgré le masque à oxygène couvrant mon visage. Ce dont je me souviens avec une clarté parfaite, cependant, c'est le moment où j'ai pleinement repris conscience et réalisé que personne de ma famille n'était là. J'ai ouvert les yeux sur le plafond blanc stérile de l'unité de soins intensifs et j'ai tourné la tête, m'attendant à moitié, contre toute raison, à voir ma mère sur la chaise à côté du lit. À la place, il y avait une jeune infirmière qui vérifiait mes signes vitaux. « Bon retour parmi nous », a-t-elle dit avec un sourire chaleureux quand elle a remarqué que j'étais réveillé. « Vous nous avez fait une belle frayeur. »« Mes parents ?» ai-je demandé, ma voix étant un râle douloureux. Son sourire a légèrement vacillé. « Je ne crois pas qu'ils soient encore venus. Voulez-vous que j'essaie de les appeler à nouveau ?» C'est là que la pleine réalité m'a frappé. J'avais failli mourir, et mes parents avaient choisi de ne pas venir parce que Victoria avait besoin d'aide avec son chien. Je savais qu'ils la favorisaient, mais une partie de moi avait toujours cru que dans une véritable situation de vie ou de mort, ils seraient là pour moi aussi. Cette croyance avait été le dernier fil qui maintenait ensemble mon image de nous en tant que vraie famille. Maintenant, ce fil avait cassé. « Non », ai-je dit après un long moment. « Ne les appelez pas. » L'infirmière, dont le badge indiquait Ellie, a semblé comprendre une partie de ce que je ressentais. Elle m'a gentiment tapoté la main. « Vous avez eu d'autres visiteurs, cependant. Une femme nommée Nathalie est venue tous les jours, et plusieurs autres amis sont passés. Ils se sont beaucoup inquiétés pour vous. » J'ai senti des larmes couler sur mes joues. Des collègues et des amis occasionnels avaient montré plus d'attention pour moi que mes propres parents. Le contraste était à la fois déchirant et éclairant. Tout au long de cette journée, alors que mon état se stabilisait suffisamment pour que je reste consciente plus longtemps, j'en ai appris davantage sur ce qui s'était passé. Le docteur Rivera, une spécialiste en immunologie, est venu expliquer la gravité de ce que mon corps avait traversé. « Vous avez subi une réaction anaphylactique biphasique particulièrement sévère », a-t-elle expliqué. L'exposition initiale à l'allergène a déclenché la première phase, mais ensuite votre corps a semblé se rétablir légèrement avant de se lancer dans une deuxième phase beaucoup plus sévère. C'est pourquoi vous vous sentiez plus mal des jours après l'exposition plutôt qu'immédiatement. Votre maladie auto-immune a compliqué les choses, créant essentiellement une tempête parfaite dans votre organisme. Aurais-je pu mourir, ai-je demandé, ayant besoin d'entendre la vérité. Le docteur Rivera m'a regardé droit dans les yeux. Oui, Sophia. Sans une intervention médicale rapide, ce type de réaction peut être fatal. Le fait que vos symptômes aient progressé sur des jours plutôt que sur des heures l'a en fait rendue plus dangereuse, car beaucoup de gens ne chercheraient pas d'aide avant que les systèmes d'organes vitaux ne soient déjà compromis. Elle a poursuivi en expliquant que je devrais rester à l'hôpital pendant au moins une semaine de plus pendant qu'il surveillerait ma convalescence et ajusterait mon traitement médicamenteux. L'exposition prolongée au chien avait déclenché une réponse si sévère que tout mon plan de traitement devait être reconsidéré. Au fil de la journée, d'autres pièces du puzzle se sont mises en place. Nathalie est venue me voir pendant sa pause déjeuner et m'a raconté ce qui s'était passé après que j'ai perdu conscience. Le personnel des urgences a appelé vos parents plusieurs fois, a-t-elle dit, son expression un mélange de colère et d'incrédulité. J'étais encore là pour le premier appel,
et je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Le médecin leur a littéralement dit, elle pourrait ne pas passer la nuit, et ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas venir parce que Victoria avait besoin d'aide avec son chien. J'ai failli prendre le téléphone pour leur hurler dessus moi-même. Elle a poursuivi en me disant qu'elle était restée à l'hôpital jusqu'à tard dans la nuit, ne partant que lorsque les infirmières lui ont assuré que mon état s'était stabilisé. Elle était revenue le lendemain matin avant le travail et avait pris de mes nouvelles tous les jours depuis. D'autres collègues avaient organisé une rotation pour que quelqu'un me rende visite au moins une fois par jour. Nous nous sommes tous cotisés pour les fleurs, a-t-elle ajouté en désignant un magnifique bouquet à côté de mon lit. Et Brian a dit de te dire de ne pas t'inquiéter pour la présentation. Il l'a reporté à ton retour. J'étais submergé par leur gentillesse. Ces personnes, qui n'avaient aucune obligation envers moi au-delà de la courtoisie professionnelle, s'étaient mobilisées pour me soutenir d'une manière que ma famille n'avait jamais fait. À l'approche du soir, Ellie est revenue vérifier mon état. Elle avait une expression étrange sur son visage. Vos parents ont appelé le poste des infirmières, a-t-elle dit avec hésitation. Ils voulaient connaître votre état et ont dit qu'ils pourraient passer demain. Pourrait, ai-je répété, le mot ayant un goût amer dans ma bouche. Je peux m'assurer qu'ils ne soient pas informés de votre état si vous préférez ne pas les voir, a-t-elle offert, et j'ai réalisé qu'elle avait perçu ma détresse. Je suis resté silencieuse pendant un long moment, traitant les émotions qui bouillonnaient en moi, la colère, la peine, la déception, mais étrangement, aussi un sentiment croissant de résolution. Pour la première fois de ma vie, je voyais ma relation avec mes parents avec une clarté totale, dépouillée de l'espoir désespéré et des excuses que j'avais toujours trouvées pour eux. S'ils viennent, ai-je finalement dit, je ne veux pas les voir pour l'instant. Dites-leur s'il vous plaît que je me repose et que je ne peux pas avoir de visiteurs. Ellie a hoché la tête, ses yeux reflétant la compréhension. Bien sûr. Cette nuit-là, alors que j'étais éveillé à écouter les sons rythmés de l'hôpital, j'ai pris une décision. J'utiliserai ce temps, cette pause forcée dans ma vie, pour enfin aborder la dynamique toxique qui avait façonné mon existence pendant 26 ans. J'écrirai une lettre, une communication finale à mes parents, exposant la vérité de notre relation et établissant les limites que j'aurais dû fixer il y a longtemps. Le lendemain matin, j'ai demandé à Ellie du papier et un stylo. Elle me les a apportés sans poser de questions, ainsi qu'un petit bureau de lit que je pouvais utiliser. Alors que mes forces revenaient lentement au cours des jours suivants, j'ai travaillé sur la lettre, déversant des décennies de peine, de déception, et enfin, ma décision de donner la priorité à mon propre bien-être. Pendant ce temps, le contraste entre ma famille biologique et la communauté qui s'était formée autour de moi devenait de plus en plus frappant. Nathalie continuait de me rendre visite tous les jours, apportant souvent de petits réconforts de la maison ou des nouvelles du travail. D'autres collègues passaient avec des livres, des magazines et des conversations qui m'aidaient à me distraire de l'inconfort physique de la convalescence. Madame Garza, ma voisine âgée que j'avais appelée dans mon délire, est en fait venue me rendre visite après que Nathalie l'a retrouvée pour prendre des nouvelles de mon chat. Elle est arrivée avec de la soupe maison, un thermos et des histoires sur l'état de mon chat, ayant pris sur elle de s'en occuper en mon absence. J'ai 5 enfants et 12 petits-enfants, m'a-t-elle dit alors qu'elle était assise à côté de mon lit. Mais aucun d'eux ne vit à proximité. On veille l'une sur l'autre, vous et moi. C'est ce que les voisins devraient faire. Même le docteur Rivera est allé au-delà des exigences professionnelles, passant plus de temps à m'expliquer mon état et mes options de traitement, répondant à toutes mes questions avec patience et respect. Quand j'ai mentionné le refus de mes parents de venir, elle n'a pas offert de platitude ni excusé leur comportement. Cela doit être incroyablement douloureux, a-t-elle dit, reconnaissant simplement ma peine sans la minimiser. Parfois, les familles que nous nous créons dans la vie sont plus importantes que celles dans lesquelles nous naissons. Ces paroles sont restées avec moi alors que je continuais à travailler sur ma lettre. Le 6e jour de mon hospitalisation, je l'avais terminé, un document de 4 pages, écrit à la main, qui représentait à la fois une fin et un commencement. Je l'ai scellé dans une enveloppe qu'Ellie m'a fournie et j'ai attendu. Le 7e jour, alors que je commençais à me préparer pour ma sortie, Ellie est entrée dans ma chambre avec une nouvelle. Vos parents ont rappelé. Ils ont dit qu'ils viendraient certainement vous rendre visite cet après-midi, vers 15 heures. Voulez-vous que je leur dise que vous ne recevez pas de visiteurs? J'ai pris une profonde inspiration, me sentant étrangement calme. Non. Je veux que vous les laissiez venir, mais je ne serai pas là. Elle a semblé confuse. Vous sortez ce matin? Oui, ai-je dit, ayant déjà discuté de ma sortie avec le docteur Rivera.
Mais j'ai une faveur à vous demander. Quand mes parents arriveront, pourriez-vous leur donner ceci? Je lui ai tendu l'enveloppe scellée. Et pourriez-vous la placer sur le lit pour qu'on ait l'impression que je l'ai laissée là pour qu'ils la trouvent? Ellie a regardé l'enveloppe, la compréhension se lisant dans ses yeux. Bien sûr, a-t-elle dit doucement. Je peux arranger ça. À 14h30 cet après-midi-là, j'étais officiellement sorti de l'hôpital. Nathalie était venue me chercher et attendait avec moi dans un petit café en face de l'hôpital. De là où nous étions assises, je pouvais voir l'entrée de l'hôpital. À 15h15 précise, j'ai vu mes parents franchir ces portes, venant enfin voir leur fille après qu'elle ait failli mourir une semaine entière plus tôt. Je ne savais pas exactement ce qui se passerait quand ils liraient ma lettre. Mais je savais avec une certitude absolue que notre relation ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois de ma vie, cette pensée ne me remplissait pas d'effroi, mais d'un profond sentiment de libération. La chambre d'amis de Nathalie est devenue mon sanctuaire pour les 2 semaines suivantes. Son appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble sans animaux de compagnie, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière naturelle abondante. C'était l'environnement parfait pour ma convalescence physique, exempt d'allergènes et rempli d'air frais et de soleil. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-elle insisté quand j'ai exprimé ma crainte de m'imposer. Je vis seul et j'ai beaucoup de place. En plus, j'apprécie la compagnie. Les premiers jours après ma sortie de l'hôpital ont été entièrement consacrés à retrouver ma force physique. Je dormais de 12 à 14 heures par jour, mon corps exigeant du repos pour guérir du traumatisme qu'il avait subi. Le docteur Rivera m'avait prescrit un nouveau traitement médicamenteux qui nécessitait une surveillance attentive, et Nathalie m'aidait à suivre les différentes pilules et injections. Alors que mon corps se rétablissait lentement, mon esprit a entamé le processus tout aussi important de guérison de décennies de négligence émotionnelle. La lettre que j'avais laissée à mes parents avait été un moment décisif, une ligne claire tracée entre la personne que j'avais été, désespérée de leur approbation, et la personne que je devenais, déterminée à m'estimer même s'ils ne le feraient jamais. Le contenu de cette lettre avait jailli de moi pendant ces jours d'hôpital, chaque mot étant une libération de la douleur que j'avais portée trop longtemps. Chère maman et papa. Au moment où vous lirez ceci, je serai sorti de l'hôpital, où j'ai passé une semaine à lutter pour ma vie. Les médecins vous ont appelé la première nuit et vous ont dit que je pourrais ne pas survivre jusqu'au matin. Vous avez choisi de ne pas venir parce que Victoria avait besoin d'aide pour promener son chien. Ce n'était pas la première fois que vous choisissiez Victoria plutôt que moi. C'est le schéma de notre famille depuis mes plus lointains souvenirs. Pendant 26 ans, j'ai trouvé des excuses à votre comportement. Je me suis dit que Victoria avait plus besoin de vous, que j'étais plus forte et plus indépendante, qu'un jour vous me verriez et m'accorderiez la même valeur. J'ai failli mourir en attendant que ce jour arrive. Je n'écris pas cette lettre par colère, même si j'aurais tout à fait le droit d'être en colère. Je l'écris d'un lieu de clarté et d'auto-préservation. Je ne peux plus participer à une dynamique familiale qui place constamment mes besoins, mes accomplissements, et même ma vie en dessous de ceux de ma sœur et maintenant de son chien. À partir de maintenant, je prends du recul par rapport à notre relation. J'ai besoin de temps et d'espace pour guérir, non seulement de cette dernière crise de santé, mais aussi du schéma de toute une vie où j'ai été traité comme inférieur. Je ne vous contacterai pas dans un avenir proche, et je vous demande de respecter ma décision en n'essayant pas de me contacter non plus. Si, à un moment donné, vous êtes sincèrement intéressé à construire une relation plus saine, basée sur le respect mutuel et une considération égale, alors nous pourrons reconsidérer cette décision. Cela nécessiterait la reconnaissance du mal qui a été fait et un engagement de votre part à changer. Je ne nourris pas beaucoup d'espoir pour ce résultat, mais je laisse la porte entrouverte plutôt que scellée. Non pas pour vous, mais pour moi. Parce que malgré tout, abandonner le rêve d'avoir des parents qui me voient et m'estiment vraiment est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je ne fais pas cela pour vous punir. Je le fais pour me sauver. Sophia. Je n'avais aucun moyen de savoir comment ils avaient réagi à la lecture de ces mots. Une partie de moi s'attendait à des appels téléphoniques frénétiques ou même à une visite à l'appartement de Nathalie, dont ils auraient pu obtenir l'adresse auprès du gérant de mon immeuble. Mais il n'y avait eu rien, un silence complet, ce qui, à sa manière, était la réponse la plus révélatrice de toutes. Une semaine après ma sortie, j'ai commencé à voir une thérapeute nommée Lydia, que le docteur Rivera m'avait recommandée. Notre première séance a été principalement axée sur le traumatisme immédiat de ma crise de santé et de l'abandon familial. Mais au fil des semaines, nous avons commencé à creuser plus profondément dans les schémas qui avaient façonné ma vie.
Ce que vous décrivez est une dynamique classique de l'enfant en or et du bouc émissaire, a expliqué Lydia lors de notre 3e séance. Les familles avec ce schéma élèvent généralement un enfant, l'enfant en or, comme le dépositaire de toutes leurs projections positives, tout en utilisant un autre enfant, le bouc émissaire, comme cible pour toutes les projections négatives. Mais pourquoi, ai-je demandé. Que ai-je fait pour mériter d'être le bouc émissaire? Rien, a dit fermement Lydia. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit que vous ayez fait ou non. Cette dynamique se développe à partir des problèmes et insécurités non résolus des parents eux-mêmes. L'enfant en or leur donne une bonne image d'eux-mêmes en tant que parents car la dépendance de cet enfant valide leur importance. L'enfant plus indépendant devient souvent le bouc émissaire précisément parce que son autosuffisance menace le sentiment des parents d'être nécessaire. Son explication a touché une corde sensible. Toute ma vie, j'avais cru que si je pouvais juste réussir assez, être assez parfaite, mériter leur amour d'une manière ou d'une autre, les choses changeraient. Mais la vérité était que mes forces mêmes étaient ce qui avait fait de moi la cible de leur négligence. L'aspect le plus insidieux de cette dynamique, a poursuivi Lydia, est la façon dont elle entraîne le bouc émissaire à rechercher constamment une approbation qui ne viendra jamais. Vous avez couru sur une roue de hamster, enchaînant les réussites et les sacrifices, dans l'espoir de finalement gagner l'amour qui aurait dû vous être donné librement en tant que leur enfant. Alors, que dois-je faire maintenant, ai-je demandé, me sentant à la fois libéré et perdu avec cette nouvelle compréhension. Vous faites votre deuil, a-t-elle dit doucement. Vous reconnaissez les parents que vous méritiez mais que vous n'avez jamais eus. Vous ressentez la colère, la tristesse, la perte. Et puis, progressivement, vous construisez une vie basée sur vos propres valeurs plutôt que sur l'espoir désespéré d'être enfin vu par des gens qui ont montré qu'ils étaient incapables de vous voir vraiment. Ces séances avec Lydia sont devenues le fondement de mon processus de guérison. Pour la première fois, je me suis autorisé à ressentir toute la gamme d'émotions concernant ma famille sans les rejeter immédiatement ou trouver des excuses. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait rapporté succès après succès pour être ignorée. J'ai fulminé contre les parents qui avaient choisi un chien plutôt que la vie de leur fille. J'ai pleuré la famille que j'avais toujours voulu mais jamais vraiment eue. Parallèlement à ce travail émotionnel, j'ai commencé le processus pratique de reconstruction de ma vie. 2 semaines après avoir quitté l'hôpital, je me sentais assez forte pour retourner dans mon propre appartement. Madame Garza m'a accueilli à la maison avec un autre récipient de soupe maison et des nouvelles de mon chat, qui avait apparemment décidé que son appartement était une résidence secondaire acceptable. Il vient toujours me voir tous les après-midi, a-t-elle dit en riant. Je crois qu'il a décidé que nous étions une famille maintenant. Son utilisation décontractée du mot « famille » m'a fait sourire. Peut-être que la famille n'était pas définie par le sang ou les liens juridiques, mais par les personnes qui sont présentes quand cela compte. En me réinstallant dans mon appartement, j'ai apporté plusieurs changements importants. J'ai investi dans des purificateurs d'air de haute qualité pour chaque pièce afin de réduire le risque d'exposition aux allergènes. J'ai mis à jour mes contacts d'urgence, enlevant mes parents et ajoutant Nathalie, après lui avoir demandé sa permission, Madame Garza. J'ai même modifié mes directives médicales anticipées pour stipuler spécifiquement que mes parents ne devaient pas être consultés pour les décisions médicales si j'étais incapable de le faire. 3 semaines après ma sortie, je me sentais prête à retourner au travail. Mes collègues m'ont accueilli avec une chaleur sincère, et Brian, mon superviseur, m'a assuré que mon poste avait été sécurisé pendant mon absence. Vas-y doucement ta première semaine de retour, a-t-il conseillé. Ta santé passe avant tout. Le travail sera toujours là. Sa considération, si différente de ce que j'avais connu de la part de ma famille, a renforcé ma compréhension croissante que le respect et l'attention devraient être la norme, et non l'exception, dans les relations. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu mon silence avec mes parents. Victoria avait envoyé un texto une fois, « Salut, comment te sens-tu, décontracté ?» comme si j'avais eu un léger rhume plutôt qu'une urgence médicale potentiellement mortelle. J'avais répondu par un bref « en convalescence », merci, mais sans donner de détails ni inviter à une conversation plus poussée. Mes parents avaient finalement appelé 4 jours après avoir lu ma lettre. J'avais laissé l'appel aller à la messagerie vocale. Le message de ma mère était court et tendu, « Sophia, c'est ta mère. Nous avons reçu ta lettre. Je trouve que tu es très mélodramatique à propos de toute cette situation. Ton père et moi avons toujours fait de notre mieux pour toi et Victoria. Appelle-nous quand tu te sentiras plus rationnel. » Ces mots, si dédaigneux de mon expérience de mort imminente et de la douleur légitime que j'avais exprimée,
n'ont fait que confirmer que j'avais pris la bonne décision en prenant mes distances. Il n'y avait aucune reconnaissance de leur manquement à venir à l'hôpital, aucune reconnaissance du schéma que j'avais décrit, pas même un simple « je suis désolé que tu aies ressenti ça ». Alors que la 4e semaine de ma convalescence commençait, j'ai reçu un appel surprenant de Victoria. « Maman et papa se comportent bizarrement », a-t-elle dit sans préambule quand j'ai répondu. « Ils ne veulent pas me dire ce qu'il y avait dans ta lettre, mais ils se disputent beaucoup, et maman se met à pleurer à des moments inattendus. »« Qu'est-ce que tu leur as dit ?» ?»« Je leur ai dit la vérité, » ai-je répondu simplement. « Sur la façon dont ils m'ont traité par rapport à toi pendant toute notre vie. Sur le fait qu'ils ont choisi de ne pas venir à l'hôpital quand les médecins ont dit que je pourrais mourir parce que tu avais besoin d'aide avec ton chien. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Quand Victoria a finalement parlé, sa voix était modérée. « Je ne savais pas que c'était si grave. Ils ont juste dit que tu avais une réaction allergique et que tout irait bien. Aurais-tu fait quelque chose différemment si tu l'avais su ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse plutôt qu'accusatrice. Une autre pause. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. « Je suppose que je n'ai jamais eu à y penser avant. Les choses ont toujours tourné autour de ce que je voulais. » Son honnêteté était surprenante et, à sa manière, rafraîchissante. « Ce n'est pas de ta faute, » ai-je dit. « C'est comme ça qu'ils t'ont élevé. Mais je ne peux plus faire partie de cette dynamique. Elle a failli me tuer, littéralement. Es-tu en train de dire que tu ne veux plus être ma sœur ?» Il y avait un soupçon de la petite fille avec qui j'avais autrefois construit des châteaux de sable dans sa voix. « Non, » ai-je dit doucement. « Je dis que j'ai besoin de reconstruire ma relation avec moi-même d'abord. J'ai passé toute ma vie à essayer de mériter l'amour de nos parents en étant parfaite, en réussissant tout, en ne me plaignant jamais. Cela m'a laissé vide à l'intérieur. J'ai besoin d'apprendre qui je suis quand je ne cherche pas désespérément l'approbation. » « Je ne savais pas que tu ressentais ça, » a dit Victoria. « Tu as toujours semblé si posée, si forte. » C'était le masque que je portais, ai-je expliqué. Mais en dessous, je me noyais. Notre conversation s'est terminée peu après sans véritable résolution, mais peut-être avec une petite fissure dans la façade de la dynamique de notre famille. Je ne savais pas si Victoria réfléchirait à ce que j'avais dit ou le rejetterait immédiatement. Je ne savais pas si elle rapporterait à nos parents ou garderait notre conversation privée. Pour une fois, j'ai décidé de ne pas m'inquiéter de tout ça. Leur réaction était leur propre responsabilité, pas la mienne. En me préparant à me coucher ce soir-là, je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain et je me suis vraiment regardé. Le bilan physique de ma crise de santé était encore visible sur mon visage trop mince et les ombres persistantes sous mes yeux. Mais il y avait autre chose là aussi, une assurance dans mon regard qui n'y était pas auparavant. Le besoin désespéré d'approbation qui m'avait animé si longtemps commençait à s'estomper, remplacé par quelque chose de plus calme mais de bien plus puissant, l'acceptation de soi. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Des décennies de schémas malsains ne pouvaient pas être défaites en quelques semaines. Mais pour la première fois, j'affrontais ce voyage non pas comme le bouc émissaire familial en quête de rédemption, mais simplement comme Sophia, une femme digne de respect, de considération et d'amour, exactement telle qu'elle était. Le jour où mes parents sont finalement venus à l'hôpital pour ne trouver que mon lit vide et ma lettre a été un moment charnière dans toutes nos vies. Bien que je n'ai pas été physiquement présente pour en être témoin, ce que je sais de leur réaction vient d'Ellie, l'infirmière qui était devenue une sorte d'allié pendant mon séjour. Elle m'a appelé le lendemain de ma sortie, ayant obtenu mon numéro avec ma permission avant mon départ. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous contacte », a-t-elle dit. « Je pensais juste que vous voudriez peut-être savoir ce qui s'est passé quand vos parents sont arrivés. » Je voulais savoir, même si une partie de moi craignait la réponse. « S'il vous plaît, dites-moi. » Ils sont arrivés à 15 heures précises, comme il l'avait dit, a raconté Ellie. Je les ai dirigés vers votre chambre et leur ai dit que vous étiez sortis plus tôt dans la journée. Votre père a semblé agacé, demandant pourquoi personne ne les avait appelés. Votre mère est allée directement au lit et a vu votre lettre. Selon Ellie, ma mère avait ramassé l'enveloppe avec mon nom écrit sur le devant de mon écriture distinctive. Elle avait appelé mon père, et ils l'avaient ouverte ensemble, debout côte à côte au pied du lit d'hôpital vide. Je leur ai laissé de l'intimité, a poursuivi Ellie, mais je pouvais les voir à travers la fenêtre de la porte. Je n'ai jamais vu l'expression de quelqu'un changer aussi radicalement. Le visage de votre père est devenu rouge, puis presque violet. Votre mère est devenue toute blanche,
comme si tout le sang avait quitté son visage d'un coup. Elle s'est assise sur le lit à mi-chemin de la lecture, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Quand ils ont eu fini de lire, mon père avait froissé la lettre dans son poing, puis l'avait immédiatement lissée à nouveau comme s'il regrettait son impulsion. Ma mère était simplement assise là, regardant dans le vide. Ils sont restés dans cette chambre pendant près de 45 minutes, a dit Ellie. Sans beaucoup parler, juste assis là. Quand ils sont finalement partis, votre mère pleurait, et votre père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. J'ai écouté ce récit avec un étrange détachement, comme si j'entendais parler d'étrangers plutôt que de mes propres parents. Leur réaction suggérait que mes mots avaient fait mouche d'une manière que je n'avais pas prévue. Peut-être que pour la première fois, ils voyaient notre dynamique familiale avec des yeux non obscurcis. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit à Ellie, et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant mon séjour. De rien, a-t-elle répondu chaleureusement. Prenez soin de vous, Sophia. Vous le méritez. Ces mots, vous le méritez, ont résonné dans mon esprit longtemps après que nous ayons raccroché. Méritais-je de l'attention et de la considération? La partie rationnelle de moi savait que la réponse était oui. Mais des décennies à être traité comme inférieur avaient laissé de profondes marques de doute dans ma psyché. Dans les jours qui ont suivi ma conversation avec Ellie, je me suis préparé à un assaut d'appels, de textos, ou même à une visite de mes parents. J'avais pris des dispositions pour rester temporairement chez Nathalie, à la fois pour me rétablir et pour me donner de l'espace face à d'éventuelles confrontations. Mais le barrage attendu n'est jamais venu. À la place, il n'y a eu que le silence, rompu par l'unique texto de Victoria que j'ai mentionné plus tôt. Le silence a continué jusqu'à ce que, 6 jours après avoir lu ma lettre, mes parents appellent enfin. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale, n'étant pas encore prête à m'engager directement. Le message de ma mère, qualifiant mon expérience de « mélodramatique » et suggérant que j'étais « irrationnel », a confirmé qu'il n'était pas encore capable de la réflexion honnête que notre relation exigerait pour guérir. 2 jours après cet appel, j'ai reçu un long courriel de mon père. Contrairement au message vocal dédaigneux de ma mère, son message montrait au moins une certaine tentative d'introspection. Sophia, ta lettre a forcé ta mère et moi à affronter des vérités inconfortables sur notre famille. Bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce que tu as écrit, je ne peux nier que nous n'avons pas toujours été aussi attentifs à tes besoins que nous aurions dû l'être. La nuit où l'hôpital a appelé, nous n'avons sincèrement pas compris la gravité de la situation. Nous nous sommes tellement habitués à ce que tu gères tout toute seule que nous avons supposé que ce ne serait pas différent. C'était notre erreur, et j'en suis désolé. Cependant, je crois que tu es injuste dans ta description de notre relation entière. Nous avons toujours été fiers de tes réussites et de ton indépendance. Peut-être que nous ne l'avons pas montré de la manière dont tu en avais besoin, mais cela ne signifie pas que le sentiment n'était pas là. J'espère que tu reconsidéreras ta décision de nous couper les ponts. Tu manques à Victoria, et malgré ce que tu peux croire, à nous aussi. Papa. Ces mots reflétaient un début de prise de conscience mais étaient loin d'une véritable compréhension. La phrase sur le fait d'être fier de mes réussites sans reconnaître qu'il n'avait jamais pris la peine d'assister à mes remises de diplômes, présentations, ou autres événements marquants en disait long. Son affirmation qu'il n'avait pas compris la gravité d'une situation où les médecins avaient explicitement dit que je pourrais ne pas survivre à la nuit révélait à quel point leur mépris de mes besoins était profondément enraciné. Je n'ai pas répondu au courriel. À la place, je l'ai transféré à Lydia, ma thérapeute, et nous en avons discuté lors de notre séance suivante. C'est en fait assez typique, a-t-elle observé. Il y a reconnaissance de l'incident spécifique qui a déclenché la confrontation, mais une résistance à voir le schéma plus large. Notez comment il dit que vous êtes injuste dans votre description, vous disant essentiellement que votre expérience vécue est incorrecte. Devrais-je répondre, ai-je demandé. Cela dépend entièrement de ce que vous voulez de cette interaction, a-t-elle répondu. Si vous espérez une reconnaissance complète et un changement, ce courriel suggère qu'ils n'en sont pas encore là. Si vous voulez maintenir un certain lien tout en établissant des limites, une réponse brève et neutre pourrait être appropriée. Si vous avez vraiment besoin d'un espace complet en ce moment, le silence est une option valable. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'envoyer une brève réponse. Papa. Merci de reconnaître que vous auriez dû venir à l'hôpital. Cela signifie quelque chose pour moi. Cependant, il ne s'agit pas d'un seul incident. Il s'agit d'un schéma de toute une vie qui a failli me coûter la vie. J'ai besoin de temps et d'espace pour guérir, à la fois physiquement et émotionnellement.
J'espère que vous pourrez respecter cela. Sophia. Court, direct, et maintenant ma limite tout en reconnaissant son petit pas vers la compréhension. Je n'ai pas reçu de réponse. Alors que les semaines passaient et que je me réinstallais dans mon appartement et ma routine de travail, le silence de mes parents a continué. Victoria, cependant, a commencé à me contacter plus fréquemment. Ces textos ont évolué de simples nouvelles à des demandes plus réfléchies sur ma convalescence et, finalement, à des questions timides sur notre enfance. Était-ce vraiment si difficile pour toi en grandissant, a-t-elle demandé lors d'un appel téléphonique environ un mois après ma sortie de l'hôpital. J'ai toujours pensé que tu avais tout pour toi. Tu étais si intelligente et capable. Tout le monde disait toujours à quel point tu étais impressionnante. C'était l'extérieur, ai-je expliqué. À l'intérieur, je m'efforçais constamment d'être assez parfaite pour enfin mériter l'attention et l'approbation de maman et papa. Tu te souviens de ma remise de diplôme du lycée? J'étais major de promotion, mais maman et papa sont partis juste après la cérémonie parce que tu avais un petit rhume. Je m'en souviens, a-t-elle dit lentement. Je n'avais même pas de fièvre. Maman a juste dit que j'avais l'air fatigué et que j'avais besoin de me reposer. Et pour ma remise de diplôme universitaire? Ils l'ont complètement manqué parce que tu avais un rendez-vous ce soir-là et que tu avais besoin d'aide pour choisir une tenue. J'avais oublié ça, a-t-elle admis, sa voix petite. Quand on met tout ça bout à bout, ça a l'air vraiment terrible. Ces conversations avec Victoria étaient compliquées. D'une part, elle avait été autant un produit de notre système familial dysfonctionnel que moi, jouant simplement un rôle différent. D'autre part, elle avait bénéficié de ce système à mes dépens pendant toute notre vie. J'ai essayé d'équilibrer l'honnêteté sur mon expérience avec la compréhension que sa prise de conscience de la réalité de notre dynamique familiale serait son propre parcours douloureux. 6 semaines après ma sortie de l'hôpital, alors que j'étais complètement de retour au travail et que je m'installais dans ma nouvelle normalité, la confrontation que j'avais à la fois attendue et redoutée a finalement eu lieu. Mes parents se sont présentés à mon appartement sans prévenir un samedi après-midi. Je les ai vus à travers le Judas et j'ai envisagé de ne pas répondre. Mais après avoir pris une profonde inspiration et m'être recentré, j'ai décidé de leur faire face directement. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Sophia, a dit ma mère, sa voix légèrement tremblante. Tu as l'air en forme. Qu'est-ce que vous faites ici, ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Nous devons parler, a dit mon père. Cela a assez duré. Tu ne peux pas simplement rayer ta famille de ta vie à cause d'un malentendu. La minimisation de mon expérience de mort imminente en un malentendu a fait naître une flambée de colère en moi, mais j'ai gardé mon expression calme. Ce n'est pas le bon moment. Si vous voulez parler, vous devez appeler d'abord et respecter mes limites. Des limites, a répété ma mère, comme si le concept lui était étranger. Nous sommes tes parents. Nous n'avons pas besoin de permission pour voir notre propre fille. En fait, si, ai-je dit fermement. C'est exactement ce qu'est une limite. J'ai demandé de l'espace dans ma lettre, et venir sans prévenir chez moi est un manque de respect pour cette demande. C'est ridicule, a soufflé mon père. Victoria a dit que tu lui remplissais la tête de toutes sortes d'accusations sur le fait que nous sommes de mauvais parents. Nous avons tout fait pour vous, les filles. Je n'ai dit à Victoria que la vérité sur mon expérience, ai-je répondu. Si cela entre en conflit avec l'histoire que vous vous êtes racontée sur notre famille, c'est quelque chose que vous devez examiner. Le visage de ma mère s'est décomposé. Comment peux-tu être si froide? Sais-tu à quel point tu nous as blessés avec tout ça? La culpabilité familière a commencé à monter en moi, l'habitude de toute une vie de prendre la responsabilité de leurs sentiments, mais je l'ai repoussé. J'ai failli mourir, maman. Seul dans un hôpital, parce que toi et papa avez préféré le chien de Victoria à venir être avec moi. Je ne suis pas responsable de vos sentiments face à cette réalité. Ils ont continué à insister, utilisant toutes les tactiques qui avaient fonctionné par le passé, la culpabilité, l'obligation, le mépris de mon expérience, les appels à la loyauté familiale. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en moi. Le besoin désespéré de leur approbation qui m'avait animé si longtemps avait été remplacé par une compréhension lucide de ma propre valeur et du traitement que je méritais. Après 15 minutes d'une conversation circulaire qui n'allait nulle part, j'ai finalement dit, je vais fermer la porte maintenant. S'il vous plaît, ne revenez pas sans prévenir. Si vous voulez parler, appelez ou envoyez un courriel d'abord, et respectez ma réponse si je dis que je ne suis pas prête.
Ce n'est pas fini, a dit mon père alors que je commençais à fermer la porte. Vous avez raison, ai-je convenu. Ce n'est que le début pour moi de m'estimer assez pour fixer des limites saines. Au revoir. J'ai fermé la porte, puis je me suis appuyé contre elle, le cœur battant la chamade mais ma résolution ferme. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à mes parents sans être consumé par la culpabilité ou l'espoir désespéré de mériter enfin leur approbation. C'était terrifiant et libérateur à la fois. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Victoria. Maman et papa sont rentrés très contrariés. Papa n'arrête pas de dire que tu as changé. Maman pleure dans leur chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai répondu simplement, je me suis défendu. C'est nouveau pour nous tous. Sa réponse est venue après un long délai. Je crois que je dois apprendre à faire ça aussi. Ces mots, si inattendus, m'ont donné le premier véritable espoir que quelque chose de positif pourrait émerger de ce bouleversement douloureux. Non pas une réconciliation fantasmée où mes parents deviendraient soudainement les personnes aimantes et solidaires que j'avais toujours désirées, mais peut-être une relation plus saine avec ma sœur et de nouveaux schémas pour nous deux à l'avenir. La lettre que j'avais laissée sur ce lit d'hôpital avait en effet tout changé. Non pas en transformant magiquement mes parents, mais en me donnant enfin la permission de me transformer moi-même, passant d'une personne cherchant perpétuellement à plaire, désespérée d'approbation, à une femme qui connaissait sa propre valeur et n'était plus disposée à accepter des miettes d'affection là où un festin d'amour aurait dû se trouver. 6 mois ont passé depuis le jour où j'ai laissé la lettre sur mon lit d'hôpital vide. 6 mois de guérison, de croissance et de profonds changements. Je suis assise ici dans mon nouvel appartement dans une ville différente, à 40 miles de l'endroit où mes parents vivent encore, réfléchissant à tout ce qui a changé, autour de moi et en moi. Les rappels physiques de mon expérience de mort imminente se sont estompés. Les dernières traces d'urticaire ont disparu il y a des semaines, et ma respiration est revenue à la normale. Mon nouveau traitement médical, soigneusement conçu par le docteur Rivera, a maintenu ma maladie auto-immune stable. Je dois toujours être vigilante quant à une éventuelle exposition aux allergènes, mais l'anxiété constante qui accompagnait autrefois cette vigilance s'est apaisée. Déménager dans une nouvelle ville a été une décision que j'ai prise 2 mois après mon séjour à l'hôpital. J'avais besoin d'un nouveau départ, un endroit sans les ombres des anciens schémas accrochés au coin familier. Mon entreprise m'a soutenu, me permettant d'être muté dans une autre succursale. L'appartement que j'ai trouvé se trouve au dernier étage d'un immeuble nouvellement construit avec des systèmes de filtration d'air de pointe, parfait pour quelqu'un ayant mes problèmes de santé. Ce qui a été le plus remarquable pendant cette période, c'est de découvrir combien de personnes étaient prêtes à se manifester et à devenir mon système de soutien une fois que j'ai finalement créé de l'espace pour elles dans ma vie. Nathalie vient me voir un week-end sur 2, et nous avons développé une amitié qui va bien au-delà de notre lien de travail initial. Madame Garza et moi nous parlons chaque semaine au téléphone, échangeant des recettes et des histoires. Elle me rappelle la grand-mère que je n'ai jamais eue. Je me suis fait de nouveaux amis dans ma nouvelle ville, en rejoignant un club de lecture et un groupe de randonnée pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Ces relations sont différentes de toutes celles que j'ai eues auparavant. Sans le besoin désespéré de plaire qui avait coloré toutes mes interactions précédentes, je me suis trouvé capable de liens authentiques basés sur le respect mutuel et une attention sincère. Ma relation avec ma famille a évolué de manière à la fois attendue et surprenante. Mes parents et moi maintenons un contact minimal. Ils appellent une fois par mois, et je réponds quand je me sens émotionnellement équipé pour gérer la conversation. Ces appels sont brefs et quelque peu superficiels, mais ils ne me laissent plus un sentiment de vide et d'inadéquation. J'ai accepté qu'ils ne soient peut-être jamais capables de la relation profonde et nourricière que j'ai autrefois désirée. Et étrangement, cette acceptation m'a libéré de la déception constante des attentes non satisfaites. Victoria, cependant, a subi une transformation que je n'avais jamais anticipée. 2 mois après mon séjour à l'hôpital, elle a quitté la maison de nos parents pour s'installer dans son propre appartement. Elle a même trouvé une nouvelle maison pour snowball chez un ami de la famille qui avait un grand jardin et des enfants qu'il adorait. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment voulu de chien, m'a-t-elle avoué lors d'un de nos appels de plus en plus fréquents. Je voulais juste l'attention de maman et papa, et ils me donnaient toujours tout ce que je demandais. Ce n'était juste ni pour Snowball, ni pour toi. Ce niveau de conscience de soi de la part de ma sœur, auparavant égocentrique, m'a choqué. Quand j'ai demandé ce qui avait provoqué ce changement, sa réponse a été à la fois simple et profonde. Ta lettre. Pas celle que tu as laissée pour maman et papa, mais ce que tu m'as dit sur le fait de devoir être parfaite pour essayer de mériter leur amour.
Ça m'a fait me regarder et réaliser que je faisais la même chose, mais différemment. J'étais la fille dépendante et en demande parce que c'est ce qui attirait leur attention. Mais cela faisait de moi quelqu'un que je ne veux pas vraiment être. Victoria et moi nous retrouvons maintenant pour un café une fois par mois. Notre relation est encore en cours de guérison, trouvant toujours sa nouvelle forme, mais il y a une honnêteté entre nous qui n'a jamais existé auparavant. Nous apprenons à être des sœurs sans le prisme déformant du favoritisme de nos parents. La thérapie continue d'être une pierre angulaire de ma nouvelle vie. Lydia m'a aidé à comprendre que le processus de guérison n'est pas linéaire. Il y a encore des jours où les vieilles habitudes de pensée essaient de se réaffirmer, des jours où je me surprends à surperformer pour prouver ma valeur ou à minimiser mes besoins pour éviter d'être difficile. Mais maintenant, je reconnais ces schémas pour ce qu'ils sont, des échos d'une dynamique que j'ai choisi de laisser derrière moi. L'une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises concerne la nature de la famille elle-même. Les liens du sang nous sont donnés par les circonstances. Mais la vraie famille, les personnes qui sont présentes, qui nous apprécient, qui respectent nos limites tout en soutenant notre croissance, nous la choisissons et la créons par nos actions et nos engagements. L'infirmière qui est restée après son service pour me tenir la main quand je luttais pour ma vie a montré plus de loyauté familiale que les parents qui ont choisi une promenade de chien plutôt que le chevet de leur fille. Nathalie, qui m'a conduite à l'hôpital et m'a rendu visite quotidiennement pendant ma convalescence, a démontré plus d'attention que la sœur qui ne pouvait pas prendre la peine de relayer un message d'urgence. Madame Garza, qui a nourri mon chat et m'a apporté de la soupe, a incarné l'entraide de voisinage qui est sa propre forme de lien familial. Mon expérience de mort imminente a clarifié avec une efficacité brutale ce qui compte vraiment dans les relations. Ce n'est pas l'ADN partagé ou les liens juridiques qui font une famille. Ce ne sont pas les grands gestes ou les déclarations spectaculaires. C'est le choix constant d'être présent, de voir l'autre personne pleinement, de respecter ses besoins et ses limites, de se soucier de son bien-être autant que du sien. J'ai appris que le pardon ne signifie pas nécessairement la réconciliation. J'ai pardonné à mes parents d'avoir été incapables de donner ce qu'ils n'ont probablement jamais reçu eux-mêmes. Je comprends que leur traitement à mon égard découle probablement de leurs propres blessures et limites non guéries, mais ce pardon ne m'oblige pas à continuer de participer à une dynamique qui m'a causé une douleur immense et a failli me coûter la vie. Peut-être que la leçon la plus profonde a concerné ma propre valeur. Pendant 26 ans, j'ai cru que si je pouvais juste réussir assez, sacrifier assez, être assez parfaite, je mériterais enfin l'amour et l'attention qui auraient dû m'être donnés librement. Je comprends maintenant que ma valeur en tant qu'être humain n'a jamais été quelque chose que je devais mériter. C'était mon droit de naissance depuis le début. La lettre que j'ai laissée sur ce lit d'hôpital vide n'était pas seulement un adieu à une dynamique familiale toxique. C'était un bonjour à une nouvelle façon d'être au monde, en tant que femme qui connaît sa valeur, qui fixe des limites saines, qui choisit des relations qui reflètent sa valeur plutôt que de la diminuer. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous êtes le bouc émissaire de la famille, l'enfant négligé, celui qui a passé sa vie à essayer de mériter un amour qui devrait être donné librement, sachez que vous méritez mieux. Votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres. Vous n'avez pas besoin d'atteindre la perfection pour être digne d'attention et de respect. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'arrêter d'essayer de mériter l'amour de ceux qui sont incapables de le donner librement et de diriger plutôt cette énergie vers la construction d'une vie et de relations qui honorent notre véritable valeur. Si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Appuyez sur le bouton j'aime si vous vous êtes reconnu dans mon récit, et abonnez-vous pour plus d'histoires de guérison et de transformation. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires sur la façon dont vous avez appris à vous estimer dans des dynamiques familiales difficiles. Merci d'avoir été témoin de mon parcours. Puissiez-vous trouver le courage d'honorer votre propre valeur, quelle que soit la forme que cela prend pour vous. Rappelez-vous, la famille qui compte vraiment n'est peut-être pas celle dans laquelle vous êtes né, mais celle que vous créez par l'amour, le respect et l'entraide.